administrative à l'échelle de l'État, comme aujourd'hui en républicanisme, la domination charismatique, c'est-à-dire quelqu'un qui, de par son aura, devient le leader d'un groupe sans avoir été élu administrativement, ou la domination traditionnelle, quelqu'un qui, par le pouvoir de la tribu, de l'ethnie, peut-être par du clan, par la famille, la transmission parentale, devient le chef. Le célèbre Max Weber, dont pas n'importe qui, va adorer le livre de Monsieur William Bocard Dubois. C'est-à-dire, c'est un livre qui va être acclamé, adoubé par la critique. Donc, c'est voilà les pionniers du panafricanisme, des gens qui mènent un vrai travail, ce que les sorciers de TikTok ne font pas. Ils sont assis et sont des panafricains assis devant leur caméra. Et ils vous font un procès en panafricanisme alors qu'à aucun moment, ils n'ont mené le combat de tous ces gens dont je mentionne le nom. Donc, voilà. C'est donc ça, ces constats-là qui vont justifier, qui vont sous-tendre en fait son combat panafricain. Moussa Dadis Camara aussi, panafricain, si on suit leur stupide logique. Ah oui, c'est à peu près ça. Donc c'est ça qui va animer William Dubois, dont n'oubliez pas ce nom, William Edward Bocard Dubois. On l'a surnommé Webb Dubois parce que bon, W pour William, E pour Edward, Bocard, B pour Bocard, ça fait Webb. Donc on dit Webb Dubois, même dans, c'est pas de la caricature, hein, même dans une conférence devant le président, vous pouvez dire Webb Dubois, ça se dit, c'est un terme politique officiel, c'est comme ça qu'on l'appelle, Webb Dubois. Donc voilà. Et c'est ça donc là. Et c'est lui qui va donc, comme je vous disais, rédiger le protocole final de la conférence de juillet 1900. Et lors de la conférence de 1919, ça c'est la deuxième conférence panafricaine, on va aller un peu vite, à Paris. Elle se tient en février, entre février et août tout au long. Enfin, c'est des conférences, c'est des congrès sur plusieurs jours avec des pauses, des arrêts. Webb Dubois, accompagné du Sénégalais Blaise Diagne, un Sénégalais dans le panafricanisme. C'est intéressant, non, le nom que je viens de citer là. Blaise Diagne va l'accompagner dans le... La fin de l'histoire fait trop rire. Ah là là. Blaise Diagne va l'accompagner dans l'élaboration de la conférence de Paris, conférence panafricaine de 1919. L'idée de la conférence de 1919, elle est bonne dans un premier temps. On veut les États-Unis d'Afrique, une sorte d'État continental. 1919, c'est l'année de la signature du traité de Versailles qui réorganise plus ou moins les colonies allemandes. Bon, la conférence panafricaine de 1919 aussi veut réorganiser en fait la vie des Noirs sous décision africaine. Donc c'est les Noirs qui doivent un peu créer, réfléchir au projet d'administration du peuple noir. Ce n'est que logique. Bon. Une fois évidemment, une fois de plus, elle se tient en même temps qu'un grand événement mondial, la fin de la Première Guerre mondiale, dont 1919, traité de paix de Versailles. On se souvient qu'en 1900, c'était au moment de l'exposition universelle de Paris. Donc c'est des gens très intelligents qui savent cibler leur moment. C'est des gens qui réfléchissent pendant que vous êtes là. Regardez, ils sont en Occident, ils sont à Paris. Sachez donc que la deuxième conférence panafricaine, on peut m'appeler ça la première parce que le congrès de 1900, on l'appelle souvent le congrès panafricain. Mais la conférence panafricaine, si vous voulez, de 1919, elle se passe à Paris. Donc oui, on peut faire des réunions panafricaines à Paris, parce que les premières réunions se sont tenues à Paris. Tout est dans le contenu. Si on peut la faire en Afrique, tant mieux. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on l'a fait en Afrique qu'elle est forcément bonne, et ce n'est pas parce qu'on l'a fait en Europe qu'elle est forcément mauvaise. C'est l'idée là que j'essaye de défendre ici. Et comme ils sont très intelligents, visionnaires, comme je dis, et qui n'ont pas le temps de vos petites batailles, pourquoi il fait ça depuis la France? Il a donc fait cette conférence en marge du traité de Versailles, qui se tient la même année, dont le protocole de paix qui signe la fin de la Première Guerre mondiale, voilà. Donc, ils disent, bon, à défaut de l'État continental que nous revendiquons, on a les mêmes revendications que la conférence de 1900. C'est littéralement les mêmes, puisque aucune n'a été satisfaite. Aucune n'a été satisfaite, et voilà. Et là, ils sont un peu plus nombreux, ils sont une cinquantaine de personnes, ils ne sont plus 30 comme avant, il y a quand même une vingtaine de personnes qui sont ajoutées. Ils réclament aussi, parmi les mesures, ils réclament la fin de la torture, l'éducation à tout le monde. Il faut que les gens qui travaillent pour tout type d'entreprise puissent bénéficier de l'apport des syndicats ouvriers qui militent pour leurs droits. Voilà. Et en plus, on est dans une situation où l'État indépendant du Congo, de Léopold II, a fait du sale jusqu'en 1908. Et que même quand c'est fini, on a pris le Congo sous administration belge en tant que pays notamment. C'est devenu le Congo belge, ce que ça va d'ailleurs rester jusqu'au 30 juin 1960, la date de l'indépendance de la RDC.
sous l'impulsion de Patrice Lumumba, entre autres. Donc, en 1919, il y a tous ces scandales-là qui sortent au grand jour. Bon, ils sortent pas en 1919, mais je veux dire, dans la foulée de la conférence de 1919, le contexte, il y a donc ces scandales des mains coupées, Léopold II qui, voilà, mais vraiment, parce que la conférence de Berlin lui a donné cette région, l'État indépendant du Congo. On est donc au niveau de la révolution industrielle. Au début, il investit dedans, il produit du cacao, mais ça ne produit pas, c'est pas très rentable le cacao. C'est naïvement que vous produisez ça en Afrique, ça c'est pour nourrir les Occidentaux. Mais on découvre donc, on domestique pour l'aro, le caoutchouc. Comment on peut dynamiser la substance de l'éveillant, la sève de l'éveillat, pour faire quelque chose qui protège, un alliage étanche qui permet un dynamisme des héros. Et c'est pile au début des années, fin des années 1800, début des années 1900 du roi, mais c'est génial. Et donc, on trouve énormément de plantations à caoutchouc dans ce qu'on va appeler l'État indépendant du Congo. Léopold II quitte donc de la culture du cacao et transite, comment dire, transite vers la culture de l'éveillé du caoutchouc et son entreprise devient extrêmement rentable. Les gens travaillent pour lui, des journalistes, enfin des hommes d'affaires et explorateurs comme le journaliste américain Henry Morton Stanley, un idiot, un assassin notoire, un raciste, un tueur de masse, Stanley, qui va travailler pour lui et qui va mettre sur pied avec les autres et le concours de certains autochtones qui vont faire partie de ce qu'on va appeler la force publique, un mécanisme de terreur, mais qui ne dit pas ça, on va couper des mains, on va terror, on va décapiter, on va tuer. Et voilà, donc la conférence de 1919 parle encore de tous ces détails-là. Il dit que non, il ne faut plus que ce genre de choses arrivent. Les humains ont énormément souffert, c'est-à-dire les gens ont souffert, ils ont travaillé, ils n'ont pas eu de droit, pas de syndicats, pas de dons. Ce que nous revendiquons, c'est que là où les Noirs travaillent, il faut qu'il y ait des syndicats, il faut qu'il y ait des trucs, il faut qu'il y ait des syndicats, des gens qui représentent en fait le combat des Africains à travers le monde, les intérêts des travailleurs, il faut ci, il faut ça. Voilà en fait les conférences panafricaines. Donc ta conférence peut se tenir à Paris, mais dans les détails tu revendiques ce qu'un Noir qui est en Afrique aurait lui-même revendiqué. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu ces conférences qui sont tenues en diaspora, il n'y aurait jamais eu les conférences panafricaines qui sont tenues en Afrique. Je pense qu'avec ça, on bat en brèche pour de bon les illuminations des illuminés qui vous expliquent qu'il faut être à Yaoundé pour montrer qu'on est panafricain. L'inculture, dis-je, doit prendre fin et laisser les intelligences parler. C'est pour ça que j'insiste sur ces informations. Vous prenez celles qui vous arrangent, je vous donne le maximum possible, vous allez vous en servir dans les débats que vous aurez ça et là. Et la conférence est sur YouTube, vous pourrez la réécouter, il y a moult reprises. J'étais très contrarié quand on parlait sur la plateforme Tania TV de cette histoire de panafricanisme. Voir des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et crier à haute voix, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, je comprends pas. Comment quelqu'un ne sait pas, et au lieu au moins de parler à voix basse et d'être ignorant à voix basse, il est ignorant à haute voix, c'est dangereux. Donc, les réclamations de la conférence panafricaine, c'est ça, là. Ils réclament les syndicats parce que l'épisode congolais que je viens de décrire est horrible. C'est nous qui avons permis aux roues des premières voitures de la révolution industrielle de bénéficier justement de l'étanchéité du nouveau matériau qu'on venait de découvrir, le caoutchouc. Voilà, ça c'est la conférence de 1919 et le protocole est rédigé par Blaise Diagne et William Edouard Boukhart Dubois. Je rigole toujours du fait qu'on a un Sénégalais dans cette affaire. L'histoire, si, espérons que ça va bien se terminer. En 1921, il y a une autre conférence panafricaine. Elle va se tenir dans 3 villes, à Paris, à Londres et à Bruxelles. Alors, Wilfried est envoyer les roses. Dis-leur d'envoyer les roses. Ils me font parler pour rien, non? C'est-à-dire, la salive s'épuise et ils sont là, regardez. Un moment, je m'étais demandé ce que tu faisais encore sur ce panel avec ces gens. Non, c'était important de prendre la température pour après remettre les points sur les i et faire cette édification sur le panafricanisme. Vous voyez le temps que ça prend, dédié. Et encore, je ne vais même pas, même si la conférence dure 10 heures de temps, sachez que ce ne sera qu'un aperçu de toute l'histoire du panafricanisme. Ça, c'est rien du tout. C'est pour dire aux uns et aux autres qui allument simplement leur TikTok et parlent de panafricanisme que il est important de s'enfermer dans sa chambre, de lire pendant des heures et des heures pour savoir de quoi on parle. C'est pas que je suis fan de l'AES, je suis panafricain, c'est de la bêtise. Ça ne se limite pas à ça. Donc,
En 1921, la conférence se tient à Paris, à Londres et en Belgique, à Bruxelles. Il y a encore beaucoup plus de gens. Vous voyez, à chaque conférence, il y a davantage de gens. Ça, c'est élément numéro 1. Élément numéro 2, ça ne se tient toujours pas en Afrique. Vous voyez que toutes les conférences qui ont posé les jalons du panafricanisme ne se tiennent pas en Afrique. Toutes les conférences qui ont posé les jalons du panafricanisme n'étaient pas tenues par des militaires. C'est-à-dire que ce soit clair maintenant, personne ne vous fera plus du chantage. Vous les renverrez, vous leur répondez même pas, ça prendra trop de temps de tout leur expliquer. Faut qu'ils aillent eux-mêmes apprendre et qu'ils arrêtent de vociférer des choses qui les dépassent. Donc, on a certes beaucoup de gens, mais on va commencer à constater des cassures internes, ce que j'appelle un effritement idéologique. C'est-à-dire, en interne, il y a des gens qui vont commencer à avoir des sons de cloche différents. C'est aussi ça, la réalité africaine. Il y a le mémorandum de Londres, si on peut appeler ça comme ça, le débat de Londres, et il y a le débat de Bruxelles. Dans le débat de Londres, qui est soutenu par, les Africains anglo-saxons, si on peut appeler ça comme ça, les afro-descendants anglo-saxons, il y a ce que je peux appeler l'approche anglophone, c'est-à-dire la délégation, la répartie, l'émancipation, l'autodétermination, ce genre de choses. Dans la conférence de Bruxelles, c'est là où on voit donc, c'est-à-dire la partie où la coopération n'est pas favorable. C'est-à-dire, on voit la présence physique des Occidentaux, des Belges, des Européens. Ça peut même ne pas déranger la présence physique, sauf que les Occidentaux présents vont faire pression pour que les comptes rendus, les doléances de la conférence de Bruxelles ne soient pas dans la logique de ce que ça devrait être. Donc on va assouplir. Donc je ne suis pas naïf quand je dis que oui, on peut faire en Afrique, on peut faire à Paris tout en étant panafricain. Je dis bien, il faut que dans le contenu, ce soit solide. Si maintenant tu fais ta conférence à Paris pour l'Afrique et que tu laisses un Français entrer dedans qui met à mal les intérêts de l'Afrique, là tu es un France-africain, ça c'est clair. Il faut que s'il y a un Français dans la pièce, il s'aligne de A à Z à tes principes panafricains, sans nuire aux intérêts de l'Afrique en tout cas. C'est-à-dire, vous définissez les mécanismes de coopération avec la France, mais à aucun moment vous ne déstabilisez les intérêts africains. Malheureusement, dans la conférence de Bruxelles, on s'est retrouvé avec les premières dissidences. C'est ça la mentalité francophone. Le fameux syndrome de Stockholm, quand je disais, je taquine un peu nos frères sénégalais, mais bon, vous vous doutez bien que notre ami Blaise Diagne était plutôt partisan de la ligne souple. C'est le même combat qu'on va voir plus tard avec Léopold Sédar Senghor face à Kwame Nkrumah, des Houphouët-Boigny face à Kwame Nkrumah, des Houphouët-Boigny face à Jomo Kenyatta, bref, ce genre d'approche. C'est ça là. Malheureusement, le syndrome de Stockholm sera tenace. Où tu as des gens qui, ayant une grande pratique de la France, vont expliquer que non, n'allons pas comme ça, on peut quand même, oui, on veut coopérer, mais on veut quand même définir les lignes de la coopération. Non, il faut que, ne croyez, sinon vous êtes trop radicaux, parce que parfois, quand tu veux l'émancipation de l'Afrique, on te traite de radical. Non. Le radicalisme, c'est de tuer quelqu'un quand tu pouvais lui pardonner. Mais l'émergence de l'Afrique, c'est de faire tout ce qui amène l'Afrique vers l'émergence, point final, sans nuire à autrui, mais tout en empêchant autrui de nous nuire. Et donc, malheureusement, dans la conférence de 1921, les premiers couacs vont donc apparaître. Et donc, voilà, j'ai pas envie de dire que nos amis sénégalais ont trop souvent eu dans leur pays, en leur sein, des hommes politiques très dociles, mais ça tend quand même dans cette direction-là. C'est-à-dire, en tout cas, les hommes politiques dociles sénégalais ont quand même été les plus connus et les plus bruyants. Leurs résistants ont été moins connus finalement. Le plus grand panafricain sénégalais, le plus grand penseur africain carrément, c'est Cheikh Anta Diop, ça c'est clair, on ne peut rien lui enlever dessus, heureusement qu'il est là. Mais sinon, même Cheikh Anta Diop a beaucoup souffert des politiciens sénégalais. Léopold Sédar Senghor a refusé qu'il enseigne. Pendant toute la période du règne de 1960 à 1980, 20 ans, que Léopold Sédar Senghor a officié au Sénégal, Cheikh Anta Diop était un paria, littéralement. Donc c'est un peu compliqué, ça fait que... Quand on a donc eu à la conférence de Bruxelles ces éléments autour de Blaise Diagne, on a commencé à avoir une ligne souple. Des gens qui expliquaient que non, il faut quand même un peu être doux, il faut être docile. Et là, tu te dis, aïe, 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 on a bien commencé. Comment maintenant c'est en train de se gâter, c'est en train de finir, c'est en train de s'effriter. Ça fait donc qu'il y aura une cassure et
Blaise Diagne, bon, comme l'histoire retient surtout les héros. Blaise Diagne, bon, comme l'histoire retient surtout les héros. Blaise Diagne, bon, comme l'histoire retient surtout les héros, il va un peu disparaître. C'est Dubois qui va émerger de là comme figure principale de trucs. Donc, les revendications, en tout cas, c'est les mêmes hein, que les conférences précédentes. C'est-à-dire, bon, on va peut-être étoffer y ajouter un peu plus, mais les revendications sont les mêmes. On veut intégrer plus d'Africains dans l'exploitation de leurs richesses, de leurs ressources. Ils doivent bénéficier un peu plus. On veut une indépendance affective des ex-colonies qui se sont battues. Les Américains, par exemple, qui sont à Haïti depuis 1915, il faut qu'ils partent. Les Américains, ils l'ont là-bas, ils sont partis en 1923 ou 35. En fait, ils ont fait quand même une quinzaine d'années là-bas avant de partir. Je pense en 1923. Non, attends. Ils sont venus en 1915. Ouais, ils ont fait vers 1923, dans les années 1920, quelque chose comme ça, je vais vérifier. Mais en tout cas, ils sont restés là très longtemps, après avoir vandalisé la banque d'Haïti et ramené 500 000 dollars en réserve d'or. C'est comme ça qu'on a, c'est du vandalisme, c'est du vol, c'est du sac, c'est du pillage. Donc, on revendiquait que les Américains dégagent de Haïti parce qu'ils sont là quand même depuis 1915. Qu'est-ce qu'il faut de là? Et vous voyez comment toutes les histoires se rejoignent, c'est comme un puzzle. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Anténor Firmin, qui lui est mort en 1911 et qui vous disait que les Américains veulent envahir Haïti et c'est sûr qu'ils vont revenir. Parce que même s'il a été en mesure d'empêcher ces Américains d'installer une base militaire sur le môle Saint-François, ils savaient quand même que les Américains ne lâchent pas leur proie une fois qu'ils l'ont repéré. Et finalement, ils sont arrivés quand la Première Guerre mondiale a éclaté. Ils sont arrivés, ils se sont mis en concurrence avec les Allemands et les Français qui étaient sur place, ont envahi la banque d'Haïti, ont pris tout l'argent qu'il y avait dedans, toutes les réserves d'or, sont restés là-bas, ont maintenu leur présence militaire pendant des années. Donc, on arrive en 1921, ils sont toujours là, et la conférence panafricaine de 1921 demande justement le retrait des bases américaines là-dedans. Donc c'est voilà. Revivant que ton chemin. Bref, merci pour vos commentaires, ils sont plutôt gentils. Donc voilà, oui, les Yankees ils partent jamais, et donc l'une des revendications de la conférence panafricaine, c'était ça, la pauvre Haïti, comme on peut dire. Et ils dénonçaient à nouveau les pillages du Congo, parce que ils ont constaté que ok, la Belgique a repris le Congo. Après que Léopold II ait coupé les mains et ait massacré des gens pour s'enrichir sur le caoutchouc, mais la Belgique, c'est pas très différent. C'est là le pillage, la colonie. Je vous signale que Lumumba devient révolutionnaire quand il participe notamment à l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Il dit, mais attendez, dans toute la richesse moi je pensais que le Congo, mon pays, est un pays pauvre. Mais tellement, donc tout ce qui fait briller Bruxelles, ça vient de chez moi. Tout ce qui met... L'exposition universelle de Bruxelles a beaucoup servi sur les richesses congolaises. Et Lumumba, mais il tombait des nuits, donc c'était comme ça, en fait. Moi, je venais là, je me disais que bon, ça va, nous on est pauvres, le Congo est riche, la Belgique est riche, elle va nous aider à nous développer, etc. Mais là, je débarque, et qu'est-ce que je vois? La richesse de mon pays qui enrichit Bruxelles. Donc il se dit, no way. On va être indépendant, on va tout récupérer. C'est pour ça que l'une de ses premières mesures, quand il devient Premier ministre en 1960, c'est d'exproprier, en fait, de mettre des mesures de récupération du bien congolais par les Congolais. Évidemment, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas du tout plaire. Mugabe a fait la même chose. Bon, Mugabe, lui, c'est un militaire. Il est difficile à assassiner. Lumumba, c'est un civil. Il est facile à liquider. Donc, Lumumba, lui, sera liquidé quelques mois seulement après l'indépendance du Congo, le 17 janvier 61. Il avait 35 ans à peine. C'est-à-dire, mais bon, voilà. Donc les revendications sont celles-là, où on dit que ce que nous voulons, c'est, comment dire, ce que nous voulons, c'est comment dire, que l'État belge traite le Congo d'une manière différente, d'une manière totalement différente que ce que faisait Léopold II, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est au contraire une similitude de traitement. Donc voilà, en fait, la conférence de 1921 considère que le Congo est passé du privé au public. Parce que Léopold II, c'était sa propriété privée et il faisait du sale là-bas. Les Belges arrivent, c'est leur propriété, c'est maintenant pour l'État belge. Mais bon, c'est toujours la colonisation et c'est pas reluisant. La preuve, ils vont tuer Lumumba une quarantaine d'années après, dont les pratiques sont les mêmes.
Après le congrès de 1921, on va pas parler de tous les congrès, on va se limiter aux deux derniers congrès et on va aller vite dessus. Il y a le congrès de 1927. Lui, il se tient à New York. À New York, il y a plusieurs centaines de personnes cette fois-ci. Il y a 208 délégués. C'est-à-dire dont chaque conférence s'étoffe au fur et à mesure. Mais regardez, la conférence s'est éloignée d'Afrique. L'Europe est plus proche de l'Afrique que les États-Unis. Au moins, c'était à Bruxelles, maintenant c'est à New York. Donc, une fois encore, le panafricanisme, c'est pas le fait que ce qu'on fait est forcément en Afrique. C'est le fait que ce qu'on fait prône les idéaux de la solidarité africaine, quel que soit le lieu. Et là, évidemment, quand il y a une présence occidentale, une présence étrangère, en tout cas qui met à mal les intérêts africains, ça, on doit le reconnaître et dire que oui, c'est du france-africanisme, pour caricaturer. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient à Bruxelles, je reviens sur la conférence de 1921, ce n'est pas parce qu'ils étaient à Bruxelles qu'ils ont été infestés par les Français ou les Belges. C'est parce que Blaise Diagne et tout son groupe ne voulaient pas l'indépendance réelle ou le panafricanisme réel. C'est pour ça qu'ils ont laissé le loup dans la bergerie mordre les gens. Quand tu veux l'indépendance réelle, le loup peut être dans la bergerie, mais il ne te fait rien parce que ton armure est en titane renforcée. La preuve, lors de l'élaboration de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, ça ne s'est pas passé en Europe, ça s'est passé en Afrique, Addis Abeba en Éthiopie, mais ça a été infiltré par l'extérieur, donc c'est pas le lieu qui dérange, et c'était infesté par l'extérieur parce que Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny étaient des... J'ai pas voulu utiliser un adjectif qui peut énerver les Sénégalais ou les Ivoiriens qui s'identifient à ces hommes d'État. Mais voilà, vous avez compris. C'était des gens, mais qui en fait n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, qui ont laissé entrer le loup dans la bergerie, et qui se sont dit que non, ceux qui veulent l'indépendance réelle sont trop radicaux, il faut une indépendance souple. C'est la même logique que Blaise Diagne a défendu une quarantaine d'années plus tôt à Bruxelles, donc en 1921. C'est ça les problèmes que nous avons dans notre continent, enfin dans notre communauté africaine. Mais pour vous dire donc que si la conférence de 1927 se passe à New York, bah c'est parce que le fait que ce soit à New York ne change rien à l'idéologie qui est défendue. Tant que les idéaux africains sont prônés, c'est ça qui compte. Que personne ne vous fasse donc encore le procès de il parle à Bruxelles, venez parler ici. Les leaders panafricains n'ont pas parlé en Afrique, mais c'est eux qui ont semé les jalons du chantier qu'empruntent aujourd'hui Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Chiani. Ce n'est pas une question de principe. Que sur le principe, si tu fais ça à l'extérieur, ce n'est pas une question du principe, mais une question de principe. Voilà. Ce n'est pas une question sur le principe du fait que comme si à l'extérieur tu es france-africain, non. C'est une question de principe, c'est-à-dire quels sont tes principes à toi? Quelle est ton idéologie? Tu es focalisé sur quoi? Si ton principe c'est l'émancipation africaine, même si ta conférence se passe sur Jupiter, tu es un panafricain. Donc ce n'est pas une question du principe, c'est une question de principe. Ça c'est... Écrivez ça comme dirait l'autre. Comment les délégués à la conférence étaient recrutés? Bah, tous les leaders, enfin, on peut pas vous parler des leaders un à un, mais voilà, tous les leaders, tous les fortes têtes, toutes les fortes têtes, tous les penseurs, voilà, tous ceux qui pouvaient servir à quelque chose, au fur et à mesure, et tous ceux qui se sentaient portés par l'idéologie, bah, on les appelait. Oui, mais à la base, c'est des gens qui, sur la base de leur jeunesse et de leur fougue et de leur volonté de voir l'Afrique s'émanciper, ont initié cette conférence-là. Je vous rappelle que ça vient de Henry Sylvester Williams, un petit enfant, 31 ans, le leader de la conférence de 1900. Un petit avocat trinidadien, de Trinidad et Tobago. Les gens qui vous parlent de panafricanisme sur TikTok, le seul panafricain qu'ils connaissent, enfin la seule personne qu'ils connaissent originaire de Trinidad et Tobago, c'est Nicki Minaj. Quand on va leur parler de Henry Sylvester Williams, jamais entendu parler. Quand on va leur parler de George Patmore, jamais entendu parler, mais ils connaissent Nicki Minaj. Et ils vous parlent de panafricanisme. On est en pleine sorcellerie, en fait. Demandez à un panafricain là qui crie, hey, Maurice comme toi, est-ce qu'il a parlé est-ce il dit quoi sur l'AS? Est-ce qu'il est panafricain? Ok, toi, tu dis quoi sur George Patmore? Tu le connais? C'était un Trinidadien. Tu dis quoi sur Henry Sylvester Williams? C'était un Trinidadien. On dit Trinidad et Tobago, la seule personne que tu connais, c'est Nicki Minaj, mais tu es panafricain. C'est... Non, Bloom, c'est la vérité. Pourquoi vous rigolez? C'est ça les panafricains qui nous font un procès en panafricanisme. En fait, l'histoire m'amuse beaucoup
Parce que les gens qui vous demandent des comptes sur le panafricanisme sont ceux qui n'ont pas le moindre soupçon d'idée de ce qu'est le panafricanisme. Tu ne connais pas George Padmore, tu connais pas Henry Cecil Williams, tu connais Nicki Minaj, mais c'est toi qui parles de panafricanisme. Si ce n'est pas la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est qui Nicki Minaj? Gars, c'est la Odoxy Yao de Trinité et Tobago. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, bref. Alors, on a donc 208 délégués à peu près à la conférence de New York, et la plupart, évidemment, ne viennent pas d'Afrique comme d'habitude. Comment dire? Oui, là, on va un peu élargir. Il y aura même une main tendue qu'on va faire à l'URSS. Bon, enfin, à la Russie, si vous voulez, la Russie de Lénine, parce qu'on est en 1927. Bon, Lénine est mort en 1924. Mais bon, comment dire? Les tenants, les suivants continuent de perpétuer l'idéologie, voilà. Oui, je connais Eudoxie Yao. C'est une fille, elle a de très, 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 très grandes oreilles. C'est-à-dire ses oreilles, en fait, elle entend très bien. Je crois que c'est sa particularité, elle a des oreilles incroyables, elles sont énormes, comme des parapluies. C'est-à-dire, c'est de grandes oreilles. C'est elle, Eudoxie Yao. Donc, bref. Revenons sur notre conférence panafricaine, que les mauvais esprits ne nous perturbent pas la messe du panafricanisme. C'est ça les démons quand on exorcise les gens. Les mauvais esprits viennent perturber la parole divine. Donc, à la conférence, dont on va faire une ouverture à la Russie, où on va reprendre certains éléments même de l'idéologie communiste, pour que les gens qui ont la même idéologie que nous se joignent à notre combat. Vous voyez donc que le panafricanisme n'est pas une idéologie, qui exclut les autres. On ne dit pas que les Russes, les Russes ou les Coréens ou les Chinois, machin, seront panafricains. Non, on dit juste que tous ceux qui ont un combat idéologiquement similaire au nôtre, on est avec eux. Enfin, on les laisse venir nous accompagner dans notre combat, mais nous accompagner juste, évidemment, on compte sur nous d'abord. Vous voyez donc Ibrahim Traoré, Assimi Goïta n'invente pas la roue en se rapprochant de la Russie. Et il y a eu des réunions avec des leaders russes ou soviétiques, bref, des leaders russes à l'époque, en marge de la conférence de New York de 1927, justement, et qui a fait que voilà, il y avait une grande connotation communiste lors de cette conférence panafricaine. Et vous savez que le communisme a toujours été mal vu dans l'establishment occidental. Donc, c'est une conférence qui a fait froid dans le dos à beaucoup d'acteurs politiques, de leaders occidentaux, qui n'ont pas vu ça d'un bon œil parce que c'était un danger à l'establishment. Donc, si les Noirs rejoignent l'establishment communiste et tout, et s'ils infestent notre pays de l'idéologie communiste, est-ce qu'on va s'en sortir? Bon. Et c'est cette idéologie communiste qui a fini en tout cas par s'implanter en Amérique latine, notamment avec des Fidel Castro, des Che Guevara, ou même encore aujourd'hui des Nicolas Maduro et tout le tralala. S'il te plaît, aide-les avec tes réponses. Aidez qui avec mes réponses? George Padmore a travaillé avec les Jomo Kenyatta, les Nasser. Oui, George Padmore, c'est ce que je leur explique ici. On va même parler brièvement de George Padmore ici, ne vous en faites pas. Tu vois, le panafricanisme, c'est toute une encyclopédie. Ce n'est pas Ibrahim Traoré, Tchani, c'est pas parce que tu as parlé d'eux que tu es panafricain en fait, ça nous permet, merci pour ton commentaire, le frère, ça nous permet de préciser 2-3 choses à ceux qui sont ici et qui ne comprennent pas souvent certaines choses qu'ils disent et qui vont donc connaître Nicki Minaj, mais pas George Padmore, mais ils vont se dire panafricains. Donc la sorcellerie est intense. Arrête avec ton commentaire là, je n'y comprends rien. S'il te plaît, aide-les avec tes réponses. Qu'est-ce que tu dis finalement? Aider qui avec quelle réponse? Depuis là, toute ma conférence, il y a un ensemble de réponses. Donc voilà. Alors, le dernier congrès panafricain va se tenir en 1945. Le dernier congrès hors d'Afrique va se tenir en 1945. C'est le congrès de Manchester. Et c'est toujours Webb Dubois qui va justement coordonner les travaux. Vous voyez que c'est quelqu'un de très influent. J'ai dit que celui qui parle de panafricanisme sans connaître ce personnage, c'est un fou, c'est un illuminé, un amuseur public. Donc, pour ceux qui peut-être prennent le live en cours, retournez dans les enregistrements qu'il y aura sur YouTube.
écoutez, c'est pas moi qui fais ça sur YouTube, mais il y a des gens qui enregistrent à l'heure même où je parle et qui vont donc diffuser ça sur YouTube. Vous tapez certainement Wilfried Ekong à conférence panafricaine. Je suis sûr qu'ils ont mis des titres similaires et vous allez trouver tous ces détails là sur YouTube. Ça permet aussi à ceux qui me disent en commentaire, Wilfried, tu dis n'importe quoi. Bah, vous allez vérifier si tout ce que je dis est vrai. C'est sur YouTube. Non, c'est le domaine public. Vous allez faire le fact-checking. Ou vous aussi, vous allez m'expliquer que l'article 2 n'existe pas, la lignée 2 n'existe pas dans la loi du 21 avril 2004. On a connu quand même de ces spécimens dans ce monde. Je pense que Dieu est là-bas quelque part dans le ciel. S'il est là-bas, il regarde les humains qu'il a créés et il se demande, mais est-ce que quand je créais certains, j'étais dans le même état de forme? Il y a certains humains que quand Dieu les a créés, au moment de façonner les neurones, il était épuisé. Il revenait d'un long voyage, il était épuisé. Il avait initialement prévu faire ça demain, mais après il a dit, bon, j'ai encore 5 minutes avant de dormir. Il a bricolé, il y a un truc. Et ça a donné certaines personnes. Donc des gens passent le temps, ah non, c'est faux, mais allez vérifier, va d'abord vérifier avant de dire que c'est faux. Ne dis pas que c'est faux avant de vérifier. Sinon, c'est acheter le ridicule pour rien. Et ça fait que tu vas faire des nuits blanches et être traumatisé et revenir en faux profil, m'insulter, je ne sais quoi. Hein. C'est-à-dire, je parle à tous mes amis qui ont débarqué là en profil masqué, m'insulter, me dire des choses sans que je ne comprenne si j'ai pris leur femme ou leur fille sans payer la dot. Il y en avait beaucoup là. C'était pas possible. Donc, s'il vous plaît, il est important, mais vraiment, vraiment, vraiment de s'informer. Donc, la dernière conférence panafricaine va se tenir hors d'Afrique en 1940, va se tenir hors d'Afrique à Manchester, c'est en Angleterre, en 1945. Donc, on a environ 5-6 conférences qui se tiennent hors d'Afrique. Donc, sur les 45 premiers, donc près de 50 ans, pendant un demi-siècle, toutes les conférences panafricaines se sont tenues hors d'Afrique. Levez-vous donc pour vous partez dire que ce n'étaient pas des conférences panafricaines. Que quelqu'un se lève ici et dise « Je suis plus important que Anténor Firmin, que Henry Sylvester Williams, que Benito Sylvain, que Webb Dubois, que comme il s'appelle George Padmore, que Edward Wilmot Blyden, que dites que c'est-à-dire ceux qui parlent de panafricanisme avec pour seul argument je vis en Afrique, dites que vous êtes plus important que ces gens-là. Parce que bizarrement, c'est d'eux que l'histoire parle, pas de vous. Parce que être en Afrique, c'est comme me dire Kamto ne sera jamais président. Ce n'est pas un argument de campagne. Je suis en Afrique, c'est pas un mérite. La plupart d'entre vous d'ailleurs sont en Afrique parce que le visa est inaccessible. On connaît beaucoup de panafricains qui ont pris le désert d'Algérie et qui sont actuellement même dans la Méditerranée en train de combattre les flots, les requins et tout ce que vous avez sous la mer. Les kraken, les poulpes géants et toutes les créatures mythologiques des océans. Mais ils sont quand même panafricains quand ils sont au Cameroun. Dès que l'occasion se présente de partir du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal pour l'étranger, le panafricanisme fait d'abord une petite pause. Donc, soyez d'accord avec nous que le panafricanisme ne dépend pas du lieu, de la situation géographique. Donc, c'est très compliqué. Donc, et voilà, ça a mis, quand je dis même que ça a mis 50 ans, non. Si on part par exemple de l'époque où Wilmot Blyden commence ses activités dans les années 1850, bon, lui, il a au moins mis pied en Afrique, il était au Libéria, mais bon, si on part de ces années-là, 1850, quand le panafricanisme, l'idée d'un impératif panafricaniste commence à émerger, jusque dans les années 1950, date des premières conférences panafricaines en Afrique, vous réalisez que un siècle durant, on a parlé de panafricanisme hors d'Afrique. C'est l'histoire. Donc, Et c'est ainsi donc que nous allons terminer les phases des conférences panafricaines et on va déboucher maintenant sur les conférences qui se sont tenues en Afrique. Petit détail, la conférence panafricaine se tient en 1945. Pourquoi? Parce que la Deuxième Guerre mondiale. 1927, c'est la dernière conférence panafricaine, celle qui s'est tenue à New York justement. Vous pouvez me demander pourquoi il n'y en a pas eu entre-temps. Parce que le monde est entré plus ou moins en ébullition. Il y a eu des réunions, ce que vous voulez, entre-temps.
quelques mini-rencontres et tout, mais pas d'événements d'envergure, parce que voilà, le monde, c'est compliqué. Déjà, 1929, c'est la crise mondiale, la chute de la bourse à Wall Street, notamment, le fameux jeudi noir. 1900, les années 1930, c'est les débuts des échauffourées entre différentes puissances, ce qui va déboucher dans un premier temps dans la guerre sino-japonaise à partir de 37, et finalement à une guerre qu'ils ont appelée guerre mondiale, où ils nous ont embarqués dedans d'ailleurs, à partir de 1939 et de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne hitlérienne. Donc, c'est pour ça donc que la conférence suivante va se tenir en 1945, donc bien après. Je crois c'est quoi, 18 ans plus tard. Oui, 18 ans plus tard à peu près. Et après 1945, les conférences suivantes vont se tenir en Afrique. Donc nous allons parler donc maintenant des conférences qui se sont tenues en Afrique, mais avant, nous allons vous parler d'un personnage qui n'a pas été là dans toutes les conférences que j'ai citées parce qu'il était encore assez jeune. Enfin bon, ce n'est pas la seule raison, mais bon, pour d'autres raisons, parce qu'à la première conférence de 1900, il a à peine 13 ans. Il est né à St. Pans Bay en 1887. C'est le fameux Marcus Garvey. Marcus Garvey, c'est-à-dire, vous pouvez même oublier tous les noms que je vous ai cités ici. Mais n'oubliez pas Marcus Garvey, ça c'est le crime, c'est le 9e péché, le 8e péché capital. Et quand je dis vous pouvez même oublier les autres noms que j'ai cités ici, ce n'est pas pour que vous les oubliez, non, vous avez l'obligation de savoir qui ils sont. Mais Marcus Garvey, c'est totalement autre chose. C'est lui qui a donc poussé la réalisation panafricaine dans un niveau assez incroyable. Parce que les autres, c'est des intellectuels, ils font du panafricanisme idéologique, ils pensent le panafricanisme, mais ils ne le réalisent pas proprement dit. Celui qui l'a réalisé à l'époque, c'est Edward Wilmot Blyden, qui lui était entre autres au Libéria, qui y a vécu, qui a donc théorisé, qui a écrit ses travaux sur le retour aux sources, le Liberia's Offering, sur la nécessité, qui a essayé de voir des souscripteurs pour qu'ils investissent dans la colonie, et qui a magnifié, c'est-à-dire qui a vraiment, et qui ne trouvait même pas un problème au fait qu'il y ait ségrégation raciale, parce que selon lui, les Noirs pouvaient vivre entre eux, les Blancs entre eux. Lui, il avait vraiment ce racisme réactionnaire là. À un racisme blanc, il opposait une réponse, qui n'est même pas du racisme, mais qui est une acceptation de conséquences, en disant, ok, vous ne nous aimez pas, mais moi j'en ai rien à faire. Nous n'avons qu'à rester entre nous, on ne se mélange pas avec vous non plus. La ségrégation ne me pose pas de problème, c'est un motif de retour aux sources. Donc voilà. Mais à part lui qui a réalisé cette fameuse forme de panafricanisme empirique, les autres, les Webb Dubois, les Anténor Firmin, les Henry Sylvester Williams, les Benito Sylvain, ont surtout pensé le panafricanisme. Ils ont formulé des requêtes, formulé des mémorandas, fait des rencontres, posé en fait l'idéologie de ce que doit être le panafricanisme. Mais ils l'ont surtout pensé, ils ne l'ont pas réalisé. Celui qui a réalisé le panafricanisme proprement dit, c'est Marcus Garvey, dans un premier temps. C'est-à-dire, il est arrivé dans un contexte où les conférences panafricaines ont été réalisées. En 1927, il a donc à peu près 30... bon, en tout cas, il est en plein dans ses activités. Mais en tout cas, on va commencer avec lui depuis le début. Pour que les gens sachent. J'espère qu'on n'avait pas noirci vos fiches de tous les détails que je vous ai donnés jusqu'ici, parce que il faut laisser un espace pour cet homme qui est un incontournable de l'idéologie panafricaniste. Si ma progéniture pouvait être à ton image, si tu éduques tes enfants à faire des recherches et à se faire violence et à lire tout le temps, ils seront comme ça. C'est-à-dire, c'est la recherche personnelle. C'est pas à l'école qu'on va t'enseigner le panafricanisme. Tu dois toi-même t'imprégner de l'idéologie. Demandez Yafoting. Demandez Yafoting, entre autres, et il va vous dire l'énergie que ça prend. Les voyages, vous le voyez dans les Caraïbes, comme Lasconi. Vous les voyez faire des recherches dans les bibliothèques, dans les archives, il faut se faire violence. Parfois, moi-même, j'ai envie de regarder un bon film, une bonne série, un match de foot. Mais je reste là devant un écran, je lis, je regarde, je fouille. La journée passe et je me dis, mince, je n'ai rien fait aujourd'hui. Mais la récompense derrière, elle est grande parce que tu as les armes qui te permettent de sourire quand des incultes viennent aboyer sur le panafricanisme sans comprendre du tout de quoi il est question. Donc, qui est Marcus Garvey? Ce n'est pas un militaire. Vous voyez, depuis, j'ai dû citer 400 000 panafricains et aucun d'eux n'est militaire, aucun d'eux. Qui est Marcus Garvey? Il n'a jamais mis pied en Afrique. Donc vos arguments, depuis, ils sont débunkés de A à Z.
Oh, tu fais le panafricanisme chez les Blancs, tu fais le panafricanisme... il faut la révolution militaire. Qui vous a dit ça? Le panafricanisme peut exister sans les militaires. Le panafricanisme peut être présent même quand on n'est pas en Afrique. Si j'accepte la polygamie. Pardon, je n'ai pas vu ton commentaire. Alors, Marcus Garvey pratique le panafricanisme pragmatique. C'est-à-dire, je réalise ce que les gens ont pensé avant moi. Il n'a pas assisté au fameux congrès panafricain et à tout ce qui a été réalisé, mais ce n'est pas grave. Il est celui qui a le mieux assimilé cette leçon-là. C'est l'une des grandes illustrations du panafricanisme effectif, du panafricanisme réel, du panafricanisme concret. Donc il est né le 17 avril, c'est bientôt son anniversaire, c'est le même mois que moi, il est né... je suis né le 26, il est né le 17, donc il est né... Voilà. C'est ce mois-ci, n'oubliez pas l'anniversaire de Marcus Garvey le 17 avril. Demandez aux panafricains qui vous parlent de panafricanisme s'ils se souviennent de l'anniversaire de Marcus Garvey. Donc il est né le 17 avril et il est mort en 1940, le 10 juin. Donc voilà, il est né en 87, mort en 40. Il a vécu à peu près une cinquantaine d'années. C'est une sorte de voyageur social. Voyageur au sens propre et voyageur social, c'est pour ça que je parlais de Footing. Il rappelle beaucoup Footing, il a énormément voyagé pour constater et un peu comprendre un peu ce que les gens vivent. Avant de parler, il est allé à la découverte, un peu comme Webb Dubois, qui avec Madame Isabelle Eaton a mené ses recherches tout au long des années 1890 pour écrire son fameux livre de Philadelphia Negro, le nègre de Philadelphie en 1895. Il a donc énormément voyagé en Amérique latine, en Europe, il était à Londres, il était à Paris, il était au Panama, il était au Venezuela, Vous voyez, il n'est même pas venu en Afrique. Mais venez donc lui dire qu'il n'est pas panafricain et que vous pouvez vous asseoir à sa table sur le sujet du panafricanisme. Nous allons voir toutes les choses que Marcus Garvey a mises sur pied. Il a fondé, c'est-à-dire dans tous ses voyages, il mettait sur pied des journaux qui parlait de la condition noire, de la condition des peuples opprimés, de la nécessité de s'émanciper et qui informait en fait sur les activités de la communauté noire dans la mesure du possible à travers le monde. Il était une sorte de leader syndicaliste également, il avait cette expérience syndicale-là et il savait s'exprimer. Il n'avait pas seulement le sens du leadership en tant que animal alpha au devant de la scène, mais il savait aussi s'exprimer. Il avait un excellent art oratoire, il savait communiquer. C'est d'ailleurs un point commun avec beaucoup de ces leaders-là. Vous aurez du mal à être un leader si vous ne savez pas vous exprimer. Le seul leader que je sais qui ne sait pas s'exprimer, c'est Moïse dans la Bible. Dieu dit que c'est-à-dire Moïse n'était pas doué de la parole, et c'est son frère Aaron qui faisait l'office. C'était lui le grand prêtre, avec ses deux fils, Éléazar et Itamar. C'est eux qui faisaient l'office pour le peuple d'Israël dans le désert du Sinaï. Sinon, Moïse lui-même, il avait un peu de mal. C'est alors qu'il a grandi dans la cour royale de la fille de Pharaon. Mais il avait un petit problème avec la prise de parole. Or, il voyait Dieu tous les jours. Mais bon. Elimbi Lobé a une excuse. C'est un leader qui n'a pas l'art oratoire, mais le problème c'est que ses partisans sont constitués d'une personne, c'est-à-dire lui-même. Il est le seul membre de sa plateforme et ça on peut lui pardonner, c'est un leader d'un type particulier. Donc il y a on peut établir une nuance à ce niveau et lui accorder des circonstances atténuantes, pardon. Donc ça c'est la réponse que je peux donner à ce niveau. Alors, Monsieur Marcus Garvey, attendez, je branche mon appareil parce que on risque de se retrouver en rupture et ce serait dommage que nous n'ayons plus la connexion, enfin nous n'ayons plus de batterie. Donc, Monsieur Marcus Garvey a une idée précise. Son idée c'est que l'économie, c'est-à-dire l'économie est le socle sur lequel vous allez baser l'émancipation politique, l'émancipation civilisationnelle. Il faut être indépendant économiquement parce que, en fait, celui qui tient les cordons de la bourse, c'est celui qui tient l'humanité, en fait. L'échiquier politique, l'administration, les lois. D'ailleurs, une phrase qu'on attribue parfois à Rockefeller, parfois à Rothschild, quand il dit « Donnez-moi le contrôle de la monnaie et je me moque de celui qui fait les lois ». Quand tu as le cash flow, quand c'est de toi, quand tu as la force matérielle, la force financière, tu es indépendant. C'est pour ça d'ailleurs même que vous allez voir beaucoup de
beaucoup de structures ou de partis politiques vous disent, bon, pour que nous soyons indépendants, soutenez-nous, envoyez un don à tel ou tel, ça nous permet d'être indépendants, de continuer notre activité. Oui, parce qu'au moins quand ce sont les souscripteurs qui participent, il n'y a pas une personne il n'y a pas un État qui finance et donc il n'y a pas quelqu'un qui dicte les règles. Marcus Garvey a compris cela très vite. Il s'est rendu compte que, oh là là, donc c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que les Blancs font, ils ont le pouvoir financier, ce qui leur donne le pouvoir politique. Donc nous allons faire la même chose, comment dire, obtenir le pouvoir financier et à partir de là, on aura le pouvoir politique qui va nous permettre de ne plus supplier une place au soleil, mais d'imposer une place au soleil. La mentalité, le point de départ de Marcus Garvey est excellent. C'est ça l'idéologie du panafricanisme. L'indépendance économique qui entraîne dans l'indépendance politique. Comme ça, tu peux coopérer avec les autres, mais en étant indépendant. Comme ça, s'il ne veut pas coopérer, tant pis, c'est son problème, tu continues ta vie. Et c'est ça qui sous-tend l'idéologie de Marcus Garvey. Il va donc parcourir l'Amérique du Sud et les Antilles pour trouver, entre autres, des entrepreneurs, des souscripteurs, des bailleurs de fonds pour ces fameuses entreprises. Et à partir de là, les entreprises vont générer en retour de l'activité qui va employer des gens et de préférence des gens, des noirs principalement, voire même exclusivement parce que c'est eux qui souffrent dans le chômage endémique qui sévit notamment dans les quartiers, dans les secteurs malfamés des États-Unis. Lui, il est né en Jamaïque, Sentence Bay, en Jamaïque, mais il va mener l'essentiel de son activité aux États-Unis. Il considère en fait qu'entre l'esclavage et le chômage, il n'y a pas de différence. Un chômeur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'activité, qui ne peut pas subvenir à ses besoins, qui est obligé de tendre la main pour manger, qui est obligé, voilà, d'être assisté par l'État, d'être assisté par des impérialistes, des gens qui vont venir faire la pluie et le beau temps. Ben, c'est comme s'il était encore en esclavage, parce qu'il n'a pas l'indépendance, il n'a pas l'autonomie, dont les Noirs doivent s'organiser et créer des pôles des pôles générateurs de richesse à travers lesquels ils ne vont plus dépendre de personne. Voilà l'idéologie de Marcus Garvey. Et il a cette idéologie-là. Il est né en 1887. Son idéologie, c'est-à-dire, il l'a dès les années 1910, 1815, 1800, voilà. C'est-à-dire, dans ses 25 ans, dans ses 30, il est déjà quelqu'un d'absolument aguerri. Il sait où il va, il sait ce qu'il faut faire. Il n'a pas attendu 8 milliards d'années, il n'a pas attendu, voilà. Donc c'est ça. On va à l'intelligence, ou on vend ça ici, Phoenix. Faut l'acheter ici. Dire, bon, toi tu achètes même souvent l'intelligence là parce que tu m'envoies souvent énormément de force quand je fais mes émissions ici. Donc, on la vend ici, le père. Tu l'as déjà acheté. Dis aux autres de l'acheter aussi parce qu'ils la prennent gratuitement. En tout cas, Marcus Garvey, voilà quelqu'un d'intelligent. J'espère même que quand tu parles même d'intelligence, c'est de lui que tu parles. Et donc, alors, voting Wilfried. Donc, rassurez-vous, nous allons faire comme j'avais configuré ceci en mode conférence, le frère Footing, qui a encore plus à vous dire que moi sur le panafricanisme, ne pourra pas monter aujourd'hui. Mais parce que vous ne perdez rien du tout s'il vous fait la même conférence, on va organiser dans la mesure du possible, dans les niveaux. Vous allez y être plus édifié encore et vous allez réaliser que malgré le temps que ça prend de vous dire tout ce que je vous dis, ce n'est que les 1%. Il y a trop de choses que je ne peux pas vous dire, sinon la conférence serait éternelle. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais donc que l'idée de Marcus Garvey, c'est ça là. En 1918, il va fonder un journal qu'on va appeler The Negro World. Le journal va courir jusqu'en 1955. Donc pendant carrément une trentaine d'années, le journal va renseigner la communauté noire sur le quotidien du peuple noir, sur comment dire, sur la place du peuple noir sur l'échiquier mondial, sur tous ces éléments-là. Voilà des mesures panafricaines réelles. The Negro World, c'est un journal qui va se retrouver